Bonjour. Est-ce que la tâche de Pravin Jugnauth est herculéenne, vu d'une part les effets de la crise dans le monde et de l'autre l'état de l'économie mondiale et nationale? Je ne dirais pas qu'il soit en train de faire face à des travaux d'Hercule, mais certainement c'est une situation qui n'est pas facile compte tenu de l'environnement mondial en matière d'économie et ce qui nous affecte considérablement ici à Maurice, ou qui nous affectera plutôt, ou qui nous affecte déjà par rapport à nos exportations. Est-ce que la situation est grave ou c'est nous qui avons tendance d'exagérer, d'être un peu naïfs? Non, il est bon que nous nous rendions compte que c'est une situation, je préfère employer le mot difficile, dans la mesure, comme je vous l'ai dit déjà, où nous sommes un pays qui vit de ses exportations de biens et de services et que nos marchés principaux sont bien les pays d'Europe occidentale où il y a actuellement de gros efforts d'austérité. Il n'y a qu'à penser à la Grande-Bretagne, mais il y a aussi d'autres pays qui font face à des grosses difficultés et qui donc constituent le marché. Donc, si eux, ils sont en austérité, si eux, ils sont en train d'essayer de réduire leur train de vie, il faut bien que cela se reporte sur nous. Nous n'en sommes pas responsables, mais nous sommes tributaires de ce qui se passe là-bas. Donc, soyons-en conscients, si eux réduisent leur train de vie, pensons un peu à nous. Donc vous voulez dire que Maurice doit également adopter un plan d'austérité? C'est la tendance en Europe avec la Grande-Bretagne que vous venez de citer, Pierre Dinan. Donc pour Maurice, il faudra peut-être imiter cette tendance, aller dans le même sens? Alors, j'aime pas beaucoup le mot imiter. Nous avons à nous adapter à la situation, ce qui, effectivement, dans le court terme, veut dire obligatoirement essayer de ramener notre train de vie, et dans le moyen et long terme, chercher de nouveaux marchés. Je crois qu'il faut agir sur les deux, dans les deux domaines, si vous voulez. Il faut agir, et pas de panique, mais c'est une opportunité pour nous de revoir la situation de fond en comble. L'idée étant, petit à petit, nous adapter à, il faut bien le dire, un nouvel environnement économique qui se dessine dans le monde. Au mois d'avril dernier, nous avons eu la visite à Maurice du professeur Danny Roy. C'est un professeur d'économie à la London School of Economics. Il est aussi, en parlant de cela, un conseiller du gouvernement de la Malaisie. Quand on parle d'Ouest, on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique du Nord, est en train de se déplacer petit à petit vers l'Est. Et l'Est, pour nous, c'est très clair ce que ça veut dire. Ça veut dire l'Inde et la Chine. Oui. Or, donc, ça nous indique quelle orientation nous devons donner de plus en plus à notre économie en matière d'exportation, de biens et de services. Je sais qu'on va me dire que c'est difficile et je le reconnais. Ce n'est pas facile d'essayer de vendre davantage à ces pays qui, il faut le dire, d'où nous importons de plus en plus. Donc c'est un déséquilibre que nous avons en négatif avec ces pays, alors que nous avons un déséquilibre en positif avec, nous exportons moins, excusez-moi, nous exportons beaucoup vers l'Europe, nous n'en importons pas tellement. Nous exportons peu vers l'Asie, nous en importons beaucoup. Il y a tout un rééquilibrage à faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut le commencer. Il faut commencer maintenant. Alors, que diriez-vous à ceux qui souhaitent que Maurice réinvente son économie, puisque vous disiez il y a quelques instants, Pierre Dinan, que rien n'est plus comme avant? En effet, on dit que dans le monde, c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais
qui n'est peut-être pas du très bon français ou du très bon anglais, mais on dit qu'il y a de nouvelles normes. Nouvelles normes pour ces grands pays qui ont souffert et qui souffrent encore, peut-être nouvelles normes pour nous aussi. Mais entendons-nous bien, pour nous, nouvelles normes, cela veut dire, en ce qui me concerne surtout, réorienter notre commerce international. Oui. Par ailleurs, nous rendre compte que si le monde, le grand monde est en train de se serrer la ceinture, il y a de gros risques que nous soyons obligés de le faire. Alors, le monde est entré dans ce qu'on appelle, certains économistes appellent en ce moment, la grande correction, the great correction. Donc pour Maurice également, il faut se serrer la ceinture et tailler dans les dépenses, avoir un plan d'austérité, quoi. En d'autres mots, c'est ce que vous voulez dire. Pour moi, ce n'est pas à l'austérité que je pense dans le sens que l'on parle d'austérité en Grande-Bretagne. C'est beaucoup plus une utilisation plus judicieuse de chaque roupie que nous dépensons. C'est là qu'il me semble qu'on doit travailler, qu'on doit agir. Nous n'avons pas le droit au gaspillage, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des dépenses budgétaires, que ce soit au niveau des entreprises, du secteur privé, et que ce soit finalement au niveau de chacun d'entre nous. Évidemment que ça doit commencer par l'État. Mais il doit donner le bon exemple, mais il ne doit pas être seul dans cet exercice. Et le gaspillage est énorme selon vous? Il n'y a qu'à lire les rapports annuels du directeur de l'audit. Je vous laisse juger. D'accord, mais d'autres avant vous ont également prêché ce même discours. Il faut arrêter avec ce gaspillage. Je me souviens, Ramasitanen lui-même disait dans son premier budget, chaque roupie qui sera utilisée à bon escient. Donc ce sera pour une bonne cause, ce sera pour quelque chose qui va nous rapporter, quoi. Mais finalement, il n'a pu rien faire non plus. Est-ce que c'est pas peine perdue aujourd'hui d'aller dire luttons contre le gaspillage? À mon avis, ce n'est jamais peine perdue de répéter ce qu'il faut faire. On peut être frustré, mais on ne doit pas devenir cynique et dire il n'y a plus rien à faire. Parce que je crois toujours qu'il faut continuer de lutter et qu'on finira par entendre. Et peut-être que la situation actuelle que nous venons d'évoquer, la situation mondiale, difficile actuelle, sera ce qui déclenchera, espérons-le, un peu plus de sagesse. D'accord. Est-ce que vous pensez que la TVA est une solution pour remplir les caisses de l'État? Je pense que vous voulez me demander une augmentation de la TVA. Oui. Et je réponds fermement non. Je crois qu'à 15% c'est déjà élevé, on vit avec, et qu'on ne vienne pas encore nous infliger une hausse de la TVA. Pourquoi? Parce que la TVA est une taxe indirecte, c'est-à-dire, c'est un mot technique, taxe indirecte veut dire ça frappe tout le monde, c'est un taux qui s'applique à tout le monde et qui donc est plus difficile à être dirigé, contrôlé. Pas dirigé. Si c'est un taux unique, pardon, pas unique, c'est-à-dire le même taux pour tout le monde, donc il pèse davantage sur la bourse des petits que sur la bourse des gros. C'est une taxe indirecte. Donc c'est une injustice en d'autres mots. Dans une certaine mesure, j'aime bien le mot anglais dans ce cas, je ne parle pas de justice, je parle de fairness. It's unfair. Les impôts, maintenir la taxe résidentielle? En ce qui me concerne, je le souhaiterais. Vous souhaiterez qu'ils maintiennent la taxe résidentielle. Parce que cette taxe-là, elle frappe les gens qui peuvent payer. Et les impôts? Les impôts, je suis moins d'accord. Je crois que cet impôt de 15% que nous avons adopté, ça donne de Maurice une très bonne opinion sur la fiscalité mauricienne. Et
N'oubliez pas que nous sommes un pays ouvert, que nous avons aussi besoin de favoriser le business. 15%, ça favorise aussi les payeurs, les contribuables individuels. Je ne pense pas qu'on doit jouer avec cela. Ce serait dommage. Alors, on revient un peu au moment où vous disiez, Pierre Dinan, qu'il faut arrêter le gaspillage. Est-ce qu'il faut fermer certains corps parapublics budgétivores? Ce n'est pas parce qu'ils sont budgétivores qu'il faut les fermer. Il faut les fermer s'ils sont des sources de gaspillage. Je peux être budgétivore, mais donner des résultats. Mais ne le sont-ils pas en ce moment? Ah, il y en a certains, certainement, qui semblent définitivement beaucoup peser sur le budget national, et donc il faut s'assurer qu'ils soient menés de manière efficace, gérés de manière efficace, toujours dans ce sens que chaque roupie dépensée le soit d'une manière judicieuse. Et êtes-vous satisfait avec ces corps parapublics? Ils sont nombreux. J'ai beaucoup de... Pas moi seul. On a beaucoup de frustration, notamment avec notre service d'eau. Et je suis le premier à reconnaître que le tarif n'est pas élevé. Mais on oublie que pour avoir une fourniture constante d'eau, on doit dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de son propre capital pour installer des tanks d'eau. Des réservoirs. Des réservoirs d'eau sur la maison et à même le sol. Cela coûte, cela se fait à partir de fonds privés. Donc, ceux qui ont une fourniture constante d'eau ont en fait privatisé en partie l'eau. Oui. Alors, je trouve tout ça bien malheureux. J'aurais voulu, je serais disposé à payer davantage mes tarifs d'eau si j'étais assuré d'avoir constamment de l'eau chez moi. Alors, il ne faut pas oublier aussi, en dehors des réservoirs, il y a également les pompes à eau à acheter. Hein. Merci de me rappeler. Et les pompes à eau, bien sûr, vous avez raison. Ça fait un gros budget, effectivement. Absolument, et les gens ne se rendent pas compte. Même si je ne prends pas la route personnellement, tôt le matin, bien que ça m'arrive. Mais je vous dirai que même à l'heure où je prends la route, il y a toujours beaucoup de circulation. Elle est peut-être plus forte à 8 h du matin, mais à 10 h, à 11 h, c'est un peu moins mal, mais on est maintenant constamment avec des problèmes de ce style. D'où ma question. Avez-vous noté que les embouteillages n'ont plus d'heure de pointe et que ça peut bouchonner à tout moment et n'importe où à travers l'île? Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Et pour vous, qu'est-ce que ça... quel impact cela a sur le pays? À part de nous stresser, chacun d'entre nous, ça a un impact sans doute sur l'entretien des voitures, sur l'utilisation de l'essence. Tout ça, c'est en termes de gaspillage, hein, le mot que j'ai employé dès le départ, et sans doute aussi sur la productivité du personnel, lorsqu'il a eu à voyager pendant trop longtemps le matin, et peut-être aussi le stress, quand on rentre le soir, le stress pour gérer la famille. Oui. Donc tout ça, c'est un enchaînement et c'est extrêmement dommageable au point de vue économique, mais aussi au point de vue social. Oui. Pensez-vous qu'on hésite trop à prendre des décisions à ce niveau-là, pour justement soulager le public voyageur? Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui en général me paraissent bonnes. On est en train de refaire quand même des routes et les élargir. Même si je me demande qu'est-ce qu'on fera pour rentrer à Port-Louis après que l'on aura bénéficié des routes élargies jusqu'à l'entrée du Collège Royal de Port-Louis.
Bon, mais il y a un travail qui se fait au niveau de l'infrastructure. On a déjà assez retardé. Le péage vous semble une solution? Absolument. Je ne crois pas qu'on pourra se payer des nouvelles routes sans que l'on ait à débourser quelque chose. Alors, là, il y a un gros chantier. Quels sont les autres gros chantiers nécessaires pour vous en ce moment? Donc, je ne parle pas de chantier physique, mais ça peut être économique, ainsi de suite. Ouais. Si vous insistez sur le mot gros chantier, je crois que ça reste bien l'éducation. Ouais. Toujours très élitiste. Je ne critique pas que l'on forme des Mauriciens qui seront demain des personnes de haute volée à Maurice ou ailleurs, mais tout le monde ne peut pas être de haute volée et on a besoin d'avoir donc une formation de nos jeunes qui puissent répondre aux besoins du pays, et pour cela on sait aujourd'hui quels sont un peu les besoins. Nous orientons davantage vers les services, que l'on forme les personnes et qui travailleront soit à Maurice soit ailleurs, mais peut-être j'aurais dû avant cela vous dire que l'on élimine c'est quelque chose comme un tiers de nos enfants au primaire qui terminent le primaire en échouant et qui donc vont constituer vraiment toute cette population à risque pour eux-mêmes et pour la société. Alors, pour terminer, Pierre Dinan, qu'est-ce que vous suggériez à Pravin Jagnot qui présentera son budget dans quelques jours ou ce mois-ci? Je lui souhaite beaucoup de courage et pour qu'il arrive à réussir la quadrature du cercle. Mais je souhaite que ce soit un budget qui poursuit la réforme enclenchée en 2005, tout en tenant en ligne de compte les exigences nouvelles, les nouvelles normes, si vous voulez. Je crois que je souhaite en tout cas qu'il n'y ait pas un retour à des pratiques anciennes. Les pratiques anciennes, si je peux les résumer ainsi, c'était de donner trop souvent priorité au social par rapport à l'économique. Je crois que ce qu'il faut, c'est marier l'économique et le social, tout en reconnaissant qu'il faut d'abord qu'on ait la bonne santé économique avant de faire du social. Alors, l'État-providence maintenant, donc vous faites allusion à l'État-providence? Et on ne parle plus aujourd'hui de l'État-providence, c'est devenu comme un cliché. Mais je pense qu'il y a bien besoin de revoir, il a bien besoin de s'assurer que l'aide sociale aille vraiment en priorité, compte tenu des moyens limités, en priorité aux proches de pauvreté. D'accord, on nécessite vraiment quoi. D'accord, merci beaucoup.